Bon, donc dans cette capsule, on va enfin voir les états de transition, l'énergie d'activation et la dépendance de cas avec température. Donc, on va regarder une réaction simple. On peut dessiner l'énergie de réaction par rapport aux réactifs et aux produits. Donc, on commence avec les réactifs, puis on forme des produits. Puis en principe, les niveaux d'énergie des réactifs et des produits sont différents. Bon, ça se peut que les réactifs forment directement les produits sans problème, mais c'est souvent pas le cas. La plupart du temps, il y a un réarrangement des molécules qui augmente l'énergie. Ensuite, il y a un point maximal qui s'appelle l'état de transition. Puis, une fois qu'on dépasse cette géométrie-là, l'énergie baisse et on forme les produits facilement. Bon, donc, la différence ici, on va l'appeler delta G avec deux dagues. Dépendant du texte et dépendant de certaines particularités, souvent on appelle soit l'énergie d'activation ou l'énergie libre d'activation. Il y a une distinction. Si vous poursuivez des études en chimie physique, vous allez apprendre, mais dans ce cours, il n'y a aucune valeur là-dessus. Donc, la différence d'énergie entre les réactifs et l'état de transition, on appelle une énergie d'activation, on les dénote delta G double DAC. La différence d'énergie entre les réactifs et les produits, on le sait, c'est la différence d'énergie libre Gibbs. Et en principe, c'est là. Et le progrès ou la coordonnée de réaction, en principe, va dans cette direction. Donc, c'est un plot de l'énergie. On commence avec les réactifs. La géométrie réarrange. L'énergie augmente jusqu'à ce qu'on trouve une structure maximale en énergie après laquelle on descend pour former les produits. Donc, c'est ça l'idée en général. Vous savez des exemples, donc on va en discuter. Donc, on va un peu discuter l'état de transition. Donc, une molécule est un arrangement stable des noyaux entourés des électrons. Donc, si on regarde en exemple, on a H2O avec des longueurs de liens bien particuliers. Les liens bougent, mais pour bouger, il faut donner de l'énergie. Ça prend de l'énergie pour changer la distance OH. Donc, pour changer la géométrie d'une molécule, okay, je vous rappelle d'où vient cette énergie. C'est de l'énergie cinétique. L'énergie de mouvement, ça vient des collisions intermoléculaires. Okay, je précise, l'énergie qu'il faut donner pour changer la géométrie d'une molécule vient de l'énergie cinétique.
Bon, donc si les produits et les réactifs sont des arrangements stables, l'état de transition correspond à une géométrie qui est minimale en énergie pour former les produits. Donc, un exemple que je pense que vous connaissez, c'est SN2, en principe symétrique parce que c'est plus clair. Donc, on a BrCH3 plus Br-, disons, qui devient Br-. Bon, donc c'est pas juste comme ça, il y a un état de transition par lequel il faut passer. Donc, l'état de transition a une forme comme ça. Puis les distances CBR sont plus longues que les liens. C'est un maximum en énergie. Donc, le mouvement dans cette direction, soit d'un BR ou de l'autre, décrit la réaction. Ce n'est pas une géométrie stable. Donc, disons que ce BR va dans cette direction-là. Ça va pousser la densité électronique entre ce BR et le carbone, qui va ensuite pousser la densité électronique de l'autre bord pour éjeter le BR. Donc, si on change la distance de ce BR-là, on va effectuer le mouvement de l'autre. La réaction est décrite par ce mouvement. De l'autre bord, on peut bouger le BR comme ça. Ça va changer la densité électronique là, qui va changer la densité électronique là, et éjeter l'autre BR de ce bord-là. Encore une fois, la réaction est décrite par le mouvement le long de cet axe. Donc, ce n'est pas stable. Aussitôt qu'on bouge un BR, l'autre BR est affecté et on tombe vers une géométrie stable. Ensuite, on tourne vers les produits. Donc, pour cet exemple, on peut dessiner. Donc, on a un dessin comme ça. Puis ici, on a C, puis les H qui sont là en principe. OK, donc on le dessine encore une fois pour souligner quelque chose. Donc, on l'appelle l'état de transition, en anglais Transition State, donc TS. Vous allez voir TS comme acronyme tout part. Donc, l'état de transition est un maximum
là en guillemets, dans la direction de la réaction. Par contre, le TS est un minimum dans toutes les autres directions. Si on change les distances CH, on va augmenter l'énergie et pour laquelle il faut trouver cette énergie quelque part, mais la structure de l'état de transition est un minimum selon ces directions-là. Okay. Et les réactifs et les produits sont des minimums dans toutes les directions. Le fait que l'état de transition est un maximum dans une direction et les réactifs et les produits sont des minimums dans toutes les directions est une façon de les caractériser uniquement. Donc, si vous allez faire des calculs en chimie quantique, vous allez voir les mouvements correspondant à des diminutions ou des augmentations d'énergie qui vous diraient si c'est un produit stable ou un état de transition. Bon, donc c'est ça l'état de transition. Quand vous regarderez des réactions particulières, vous allez voir les états de transition. Bon, l'énergie d'activation. C'est quoi? C'est l'énergie libre Gibbs de l'état de transition moins l'énergie libre Gibbs des réactifs. Okay. Est-ce qu'on peut trouver ça dans les tableaux, dans Atkins ou peu importe? Non, parce qu'on ne peut pas mesurer l'énergie libre Gibbs de l'état de transition. Donc, c'est estimé ou c'est mesuré d'une manière ou d'une autre. Donc, encore une fois, on a un plot comme ça. On a les réactifs. On a les produits. On a delta G. Ensuite, on a delta G d'activation. Donc, qu'est-ce que delta G représente? Ça représente l'énergie minimale que les réactifs auront besoin pour effectuer la réaction. Même si cette réaction est exothermique ou exergonique, on produit du travail. Delta G négatif, c'est spontané. Si l'énergie d'activation est grande, la réaction ne passe pas parce que les réactifs n'ont pas assez d'énergie pour dépasser la barrière. Donc, le montant donc, c'est toute une étude, toute une discipline en chimie organique de contrôler les produits de réaction, soit thermodynamiquement ou cinétiquement,
parce que les produits qui sont les plus stables ne sont pas nécessairement les produits majeurs. Donc, l'exemple que vous connaissez en principe, c'est, je ne vais pas l'écrire ici, mais l'exemple que vous connaissez, c'est la réaction d'Irzard-Dahr. Okay, on va, disons, entre cyclopentadiène et ça fait soit un produit endo ou un produit exo. Le produit exo, c'est celle qui est le plus stable en termes d'énergie, mais c'est le produit endo qui existe en plus que 99%. Donc, c'est un contrôle cinétique. Pourquoi? C'est une question différente, mais c'est à cause que l'énergie d'activation d'un est plus petit que l'autre. Bon, donc delta G double DAG, c'est le montant d'énergie nécessaire pour effectuer la réaction, même si la réaction est spontanée. C'est quoi l'énergie d'activation de la réaction inverse? C'est la différence entre, donc disons qu'on l'appelle comme ça, c'est la différence entre l'énergie libre Gibbs de l'état de transition moins l'énergie libre Gibbs des produits. Donc, on le voit facilement sur le diagramme. Donc là, vous voyez que les énergies d'activation d'une manière ou de l'autre sont en principe différents. Bon, donc il y a un principe que vos autres profs vont discuter avec vous, en particulier en organique. Ça s'appelle le principe Curtin-Hammett. Donc, on a un diagramme comme ça. On a quelque chose A qui peut former soit D ou qui forme C. Okay, dans cet exemple, on veut que D et C sont de la même énergie, disons. Bon, donc, l'énergie d'activation pour cette réaction et l'énergie d'activation pour cette réaction sont en principe différents. Donc, disons, delta G, C et D. Puis, le principe, c'est que la proportion des produits est proportionnelle à l'exposant de la différence des énergies d'activation. Donc, un abus de notation, on dit delta G, je déteste les notations comme ça. On comprend que c'est delta G D moins delta G C. En principe, bon, c'est soit ça ou soit l'inverse, mais la différence entre les deux. Je l'ai même précisé. Donc, le principe dit que la formation des produits dépend de la différence entre les énergies d'activation. Si une des énergies d'activation est beaucoup plus petite que l'autre, elle sera formée beaucoup plus rapidement à cause qu'on a besoin de moins d'énergie pour effectuer la réaction. Bon, donc là, on est rendu à la dépendance de la cinétique avec la température. On l'a discuté indirectement. Comment? Souvenez que la température est une mesure de l'énergie cinétique moyenne. On a dit plusieurs fois que l'énergie d'une réaction, pour effectuer une réaction, vient des collisions intermoléculaires qui viennent en principe
en principe, en fait, de l'énergie cinétique des mouvements des molécules. Donc, indirectement, on l'a discuté. On va le traiter directement. Bon, donc plusieurs fois, on a dit il faut avoir assez d'énergie en principe cinétique. Pour dépasser l'énergie d'activation et en particulier pour former l'état de transition et effectuer la réaction. Bon, donc, bien entendu, avec plus d'énergie, donc haute température, plus de molécules auront assez d'énergie pour faire la réaction. Donc, si plus de molécules ont assez d'énergie pour effectuer la réaction se passera plus rapidement. Okay. Donc là, on a des arguments empiriques qui viennent des expériences. On peut mesurer K comme fonction de T, pour plusieurs T, disons. Ensuite, je vous dis que pour le linéariser, on fait un plot de logarithme naturel de K versus 1 sur T. Puis on verra que le logarithme naturel de K, c'est un constant, moins delta G divisé par RT. Donc je vous dis que c'est le cas. Donc, un plot de ça à ordonné à l'origine. Donc ça c'est l'ordonnée à l'origine. Puis, moins delta G dag, c'est divisé par R, c'est la pente. Donc, empiriquement, on peut voir qu'on a une relation linéaire entre ces variables-là. OK. On ne va pas le justifier plus que ça. On le réarrange, puis ça nous donne que K, c'est A fois l'exponentielle de moins delta G divisé par RT. OK. Une différence d'énergie divisée par RT, on l'a vu tout au début du cours, donc on le revoit maintenant. OK, on réécrit cette équation, puis on va expliquer pourquoi on a une forme comme ça. Bon, donc A, on l'appelle le facteur pré-exponentiel. Pourquoi? Parce que c'est un facteur qui ne multiplie pas dans l'exponentielle.
qu'est-ce que ça mesure? C'est différent pour chaque réaction, donc on le précise. Okay. C'est une mesure de la fréquence des collisions des molécules ayant la bonne orientation pour former l'état de transition. Donc, c'est la fréquence, okay, c'est une mesure. Bon. Ensuite, delta G DAG, c'est l'énergie d'activation. OK. L'exponentielle de moins delta G divisé par RT, c'est quelque chose de bien physique. C'est la proportion des molécules avec assez d'énergie. Okay. C'est une forme qu'on a vue, c'est la distribution Boltzmann en particulier. Quand on substitue delta G pour énergie cinétique, ça nous donne la distribution Maxwell-Boltzmann qu'on a vue. Dans ce cas, ça s'appelle la distribution Boltzmann. Bon, donc, A qui mesure la fréquence des collisions de la bonne orientation, exponentielle GRT qui nous donne la proportion des molécules avec assez d'énergie. Donc, la produit des deux choses est une mesure du nombre de collisions en bonne orientation avec assez d'énergie. Donc, K, qui est la multiplication des deux facteurs, mesure du nombre un nombre fréquence de la fréquence qu'on vient de dire. Bon, donc ça nous donne une interprétation pour K physique. C'est une mesure du nombre de collisions avec assez d'énergie pour faire la réaction. Pour chaque réaction, c'est différent. Bon, là, on a une dépendance avec T. La dépendance n'est pas directement claire. Je vous dis que quand on augmente T, plus de molécules ont assez d'énergie. Et la réaction se passe plus rapidement. C'est pas immédiatement évident de la forme. Si vous dessinez la distribution Boltzmann à 3 températures différentes, vous allez le voir. Si on avait plus de temps, peut-être cette année, non. Bon, donc la prochaine leçon va traiter la catalyse un peu rapidement. On va discuter quelques types et on finira avec le traitement des enzymes Michaelis-Menten.